Making. Le processus de fabriquer ou faire. Good architecture. Une architecture engagée socialement et respectueuse de l'environnement. Making good architecture. Le podcast. Bienvenue dans Making Good Architecture, un podcast qui démystifie le démarrage de pratiques architecturales émergentes. Nous sommes Éléonore Levieux et Carrie Wilbert, architectes urbanistes, cofondatrices de l'agence franco-américaine Sierra, qui se positionne à l'interface de l'architecture engagée et du projet urbain résilient. Le but de cette première saison, c'est de créer une communauté solidaire entre architectes et d'autres acteurs de la construction, dévoiler la face cachée du démarrage d'une agence et promouvoir les projets qui résonnent avec les valeurs de good architecture. Is it possible to do good and make good architecture? Est-ce possible de concevoir des projets engagés et de produire une architecture de qualité? Cet épisode a été enregistré le 30 juin 2023. Nous allons discuter aujourd'hui avec Adeline Otto de l'agence scénographie d'équipement Clair Obscur. Installé confortablement dans une salle obscure, c'est le début du voyage. Du noir surgit la lumière pour éclairer et s'offrir aux yeux des spectateurs. Notre discussion sera axée autour de 3 thématiques. La thématique 1, le montage d'une agence, ou comment et pourquoi démarrer une agence. La thématique 2, ta façon de travailler, ou comment tu t'organises tous les jours pour t'épanouir dans le travail et assurer la qualité de tes projets. Et enfin, la thématique 3, qu'est-ce qui te rend unique dans le monde de l'architecture et de la scénographie d'équipement? Nous avons rencontré Adeline à l'incubateur Échelin, un dispositif qui propose une aide à la création et au développement d'entreprises d'architecture. Adeline, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation au podcast Making Good Architecture. Pour commencer, Adeline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Adeline, donc scénographe d'équipement et architecte. J'ai donc une formation d'architecte, mais je travaille principalement en tant que bureau d'études en scénographie d'équipement. Donc mon rôle sera principalement d'assister les architectes sur la construction de lieux culturels, donc de salles de spectacle, de cinéma, d'équipements culturels assez divers. Donc à la sortie de l'école, j'ai rencontré un scénographe d'équipement qui m'a appris le métier. Je suis restée 12 ans dans une entreprise de scénographie où j'ai appris, je me suis impliquée, j'ai été associée, je me suis investie dans l'agence. Au bout de ces 12 ans, je suis partie et j'ai lancé ma propre expérience en tant que scénographe d'équipement à mon compte. Donc aujourd'hui, après cette expérience, ça t'a donné quoi comme compétences ou expertise que tu portes aujourd'hui dans ce que tu fais? En fait, j'ai appris énormément sur le terrain et avec mon ancien patron sur la spécificité du métier, que ce soit en études ou en chantier. La petite particularité, c'est que c'est un métier un peu de niche. C'est souvent avec les mêmes entreprises. C'est des programmes qui sont assez spécifiques. Donc, en fait, j'ai réussi à développer une sorte d'expertise sur les équipements culturels, que ce soit des équipements de théâtre, de danse, de cinéma. Et j'ai réussi à développer une expérience intéressante sur les sujets assez techniques, mais aussi en fonctionnement, en création, en exploitation en fait des lieux, basés aussi sur des expériences avec des utilisateurs et des maîtrises d'usage, qui m'ont permis aussi de développer le côté technique d'exploitation du plateau. L'exploitation du plateau, c'est vraiment comment on utilise un théâtre, comment on utilise un lieu de spectacle. Et ça vient vraiment en complémentarité du côté architectural où en fait on a la technique et on maîtrise aussi tout ce qui est lié au sujet de construction, que ce soit les réseaux, les fluides, la technique, la structure. Et qu'est-ce qui t'a donné envie parce que j'ai l'impression que tu as eu une super expérience et un super équipe et mentor avec toi dans ton agence précédente. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir à ton compte et monter ta boîte? Je crois que c'est une envie de liberté, de prise de responsabilité, de s'impliquer vraiment dans la création d'une société, et aussi surtout, je dirais même, c'est un peu l'effet après Covid, de se dire de pouvoir travailler où on veut, quand on veut et comme on veut. Et je pense que c'est vraiment cette liberté au départ qui m'a un peu lancée et donné envie aussi de prendre cette indépendance et de tester un peu les choses de mon côté et
de se lancer dans une nouvelle expérience, une sorte de défi personnel aussi, de tester la capacité de réussir à faire un projet seul. Mais même si on n'est jamais vraiment seul, on est toujours accompagné d'une équipe. Je voudrais revenir sur les maîtrises d'usage dont tu parlais. Qu'est-ce que c'est concrètement qu'une maîtrise d'usage ? Alors c'est vrai que c'est assez particulier au niveau des équipements culturels. On a parfois, mais pas toujours, une maîtrise d'usage. La maîtrise d'usage, ça va être l'exploitant. Donc ça va être le directeur technique, même le directeur du théâtre, ou les régisseurs plateau, régisseurs lumière. C'est tout un tas de métiers qui servent à faire fonctionner le lieu quand il est en exploitation. Donc ce sont pas forcément les personnes qui sont les maîtres d'ouvrage, parce qu'en fait, ils n'auront pas forcément le financement, mais ils auront vraiment l'utilisation et l'expertise de comment on vit et comment on exploite un lieu. Et donc, dans les projets culturels, en plus du maître d'ouvrage, on a souvent la maîtrise d'usage qui a un impact très important au niveau de la conception, parce qu'en fait, ils vont vraiment avoir cette expertise de fonctionnement, de vie en fait dans le lieu et ce côté un peu technique que le maître d'ouvrage n'aura pas forcément. Maîtrise d'usage, c'est un rôle que toi t'as ou c'est une autre... Non, en fait, c'est l'exploitant, c'est celui qui va travailler dans la salle, mais c'est pas le maître d'ouvrage parce que c'est pas celui qui va payer ou qui va subventionner. Oui. Et souvent, les maîtrises d'ouvrage, elles n'ont pas l'expertise en fait du lieu et du fonctionnement parce que c'est des maîtrises d'ouvrage publiques. Donc, ils ont dans leur scope des lieux d'équipement, enfin des théâtres. Ça peut être une ville, une petite commune, mais ils peuvent aussi faire des piscines, faire des projets qui n'ont rien à voir avec des lieux culturels. Et les lieux culturels, souvent, c'est un projet tous les 10 ans parce que c'est des équipements qui sont quand même assez ambitieux. Donc, ça marque à un moment donné un mandat. Mais la maîtrise d'usage, elle va vraiment être en complémentarité, elle va avoir ce regard technique que le maître d'ouvrage n'aura pas. Donc souvent, le maître d'ouvrage se repose sur sa maîtrise d'usage pour faire un peu l'interface. En tant que scénographe, je fais aussi l'interface entre la maîtrise d'usage qui exploite et l'architecte qui n'a pas forcément l'expérience en fait de la scène et du fonctionnement du lieu culturel. Donc c'est une sorte de lien. Le scénographe va servir à faire comprendre et à faire communiquer des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de communiquer ensemble. Ouais, ça fait sens. Mais c'est similaire donc à le rôle d'un AMO, peut-être, mais c'est spécifique aux équipements, c'est ça? Alors c'est encore différent. Parce que si tu veux, l'AMO, il va être en conseil aussi du maître d'ouvrage, mais du coup, lui, il va avoir l'expertise d'un programme et d'un projet. Et il va avoir peut-être quelques conseils en maîtrise d'usage ou en tout cas quelques expertises, mais il n'aura pas vraiment cette technicité de la personne qui fait fonctionner le lieu. Le régisseur, par exemple, de la salle, il va connaître les dimensions de la scène, il va connaître les hauteurs libres, il va connaître les besoins en fait d'un spectacle, il va connaître les fiches techniques, il va être très pointu sur les besoins en fait du lieu et il va nous donner une sorte de cahier des charges que l'AMO aura peut-être plus de difficultés parce que l'AMO, il va rester un peu généraliste. Alors certains sont vraiment spécialisés dans le culturel, mais c'est pas souvent le cas. Et c'est ce qui m'agace même parfois parce que tu as des AMO qui sont assez distants en fait avec les vraies problématiques de la scène et qui sous-estiment souvent les besoins scénographiques. Et on se retrouve avec des usages qui sont sous-développés et sous-estimés dans certains programmes, ce qui peut poser des problèmes de budget aussi sur certaines opérations. Ah, c'est super intéressant, oui. J'imagine qu'il y a il y a plein de choses à penser, à réfléchir en amont et à intégrer dans le design dès la conception avec toute la technique et aussi juste les usages de tous les jours ou pour un spectacle ou pour les opérations. Il y a plein de choses à réfléchir. Donc, c'est vrai, c'est un montage qui est différent qu'un projet plus classique d'architecture parce qu'il y a cette technicité en plus qui demande cette réflexion. Exactement. Donc, déjà, pour démarrer, il faut choisir un nom. Donc, comment tu as choisi le nom de ton agence? C'est très difficile de trouver un nom d'agence en scénographie. J'avoue que je me suis assez creusé la tête pendant de nombreuses heures, soirées, et j'ai eu un petit déclic en me disant, mais en fait, clair-obscur, ça marche bien, parce que quand on est dans une salle de spectacle, la salle, elle s'embellit quand la lumière du spectacle s'allume, fait jouer en fait la scène, mais en même temps, le spectateur reste dans l'obscurité. Donc il y a cette sorte de définition de clair-obscur qui pour moi devenait un peu une évidence. C'est vraiment le moment où la salle prend naissance et où le travail du scénographe et de l'architecte prend sens.
t'as démarré donc toute seule et c'est un choix en soi. Est-ce que tu avais toujours cette idée au fond de toi de faire ton propre entreprise et tu voulais toujours démarrer toute seule ou est-ce qu'il y avait question de faire avec un partenaire à un moment ce projet? J'ai pas toujours eu l'idée de me lancer, même si je pense que implicitement, c'était un peu dans un coin de ma tête parce que je pense que quand on se lance dans des études d'architecture, à un moment donné, il y a une petite voix qui dit un jour tu lanceras ta boîte. Alors de scénographie, je savais pas. J'ai vraiment découvert le métier un peu par hasard au départ, en répondant à une petite annonce sur le mur de l'école à la fin après mon diplôme. Et c'est vrai que je suis tombée amoureuse du métier. Et mon parcours s'est construit pendant 12 ans dans une agence où j'ai pu être associée et j'ai pu partager des moments du coup avec mes anciens associés. On était plusieurs associés. Et finalement, il y a eu un moment où les choses ont un peu changé. Puis j'ai eu aussi envie de me lancer dans un défi personnel et puis de tester un peu ma capacité à faire du projet et à répondre à une problématique avec un peu des enjeux qui m'étaient propres. Et c'est vrai que sur l'instant, il s'est pas posé la question de s'associer, mais j'ai eu envie de me lancer et ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que je me suis lancée toute seule. Et du coup, tu penses, dans quelques années avoir envie de vouloir, ajouter des associés dans ton agence ou comment tu vois un peu l'évolution? Est-ce que tu vas employer des gens ou est-ce que tu vas plutôt partir sur, de possibles associations, ultérieures? J'avoue que je suis pas arrêtée à l'un ou à l'autre. Pour l'instant, je travaille avec une ancienne collègue, ce qui est assez chouette parce qu'on a collaboré ensemble pendant 7 ans. On travaillait déjà toutes les 2 et donc il y a une sorte de simplicité à travailler encore ensemble. Donc c'est assez évident. Je travaille aussi avec des partenaires sur les réseaux audiovisuels, donc c'est une partie assez technique et pointue, où pareil, on travaille un peu en collaboration, où il y a un vrai échange, parce qu'en fait, c'est des équipements qui s'intègrent dans le projet scénographique. Donc c'est aussi des partenaires avec qui j'avais déjà des habitudes, des nouveaux partenaires aussi que j'ai appris à découvrir. Et j'ai du mal à me dire que le métier se fait seul. Il se fait pas seul, c'est vraiment un partenariat et s'associer avec d'autres personnes plus tard, je suis pas contre. Pour le moment, en fait, je pense que la bonne personne n'a pas croisé mon chemin ou je sais pas, c'est un peu comme une rencontre amoureuse peut-être. Il faut qu'il y ait un match et, et le match c'est pas fait. Mais peut-être que plus tard, je pense que ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est peut-être d'être complémentaire, peut-être de s'associer avec un profil plutôt direction technique ou quelqu'un qui a pratiqué le plateau pour être un peu complémentaire à mon profil d'architecte. Voilà, je serais pas contre, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la bonne personne. Il y a pas une Tinder pour les architectes comme ça? Peut-être, il faudrait en fait tester, je sais pas. Pour trouver ton associé? Souvent les associations, enfin je pense que vous c'est peut-être ça, c'est des rencontres, soit au moment de l'école, soit au moment d'un Oui. partenariat professionnel dans des agences, mais peut-être que des collaborations avec d'autres scénographes, et c'est ce que je fais aussi en ce moment avec un autre scénographe avec Scène Évolution avec Jean-Hugues Manoury, où à un moment donné tu te dis on a beaucoup à apprendre aussi je pense entre confrères, on peut aussi s'apporter à travailler ensemble pour pouvoir voir une autre manière de travailler. Parce que j'ai appris avec Jacques Moyal et j'apprends aussi d'autres choses avec Jean-Hugues Manoury. Et je pense qu'on s'enrichit un peu des expériences des uns et des autres. On a aussi à plusieurs scénographes monté une association ACT qui a vraiment pour but de réunir plusieurs professionnels et on est peut-être une trentaine maintenant avec des visions un peu différentes et des parcours différents. Et en fait, on s'enrichit aussi de nos expériences avec des échanges, avec des conversations, un blog. Enfin, je pense vraiment qu'on a beaucoup à apprendre en se serrant les coudes entre scénographes et entre confrères. Chacun a apporté aux uns et aux autres. Et puis, on peut changer. Je pense que des associés peuvent se séparer et recomposer une autre association et du coup apprendre autre chose et travailler différemment. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets, en cours? J'ai, on va dire, 2 pratiques plus ou moins. La pratique en tant qu'agence clair-obscur où en ce moment j'ai des projets un peu d'échelles différentes. Ça va de la tribune télescopique dans une salle de spectacle au projet complet d'une salle en réhabilitation ou en conception-réalisation. Là, j'ai 2 opérations très intéressantes et stimulantes, que ce soit une salle de musique actuelle ou un parc expo, où il y a vraiment des notions d'échange avec les équipes d'architectes, mais aussi les entreprises.
Donc ça, c'est une première partie de ma pratique. Et la deuxième partie, c'est ce que j'appellerais un partenariat avec Scène Évolution et Jean-Hugues Manoury et les équipes de Scène Évolution. Donc c'est un confrère scénographe qui m'a proposé en fait un partenariat. On travaille ensemble sur les concours et si on gagne les concours, on essaye de faire les opérations ensemble. Et avec lui, du coup, on travaille sur 3 opérations, notamment un gros théâtre à Istres avec l'agence Villemotte et 2 opérations, dont une aux Ouches, du côté de la montagne, vers le Mont Blanc, et une autre à la Trinité dans le sud de la France. C'est assez complémentaire parce qu'en fait, cette pratique de l'agence Clair-Obscur et cette pratique en partenariat avec Scène Évolution permettent des échanges avec des approches un peu différentes. Et c'est assez complémentaire et ça me permet aussi d'aborder différentes échelles de projets. Et comment tu fais pour gérer tous ces projets en même temps, du coup? Parce que j'ai du mal à évaluer la temporalité d'un projet en scénographie d'équipement. Combien de temps ça te prend, je sais pas, pour faire la gestion de projet, le dessin? La particularité de la scénographie d'équipement, c'est qu'on intervient dans beaucoup d'opérations, beaucoup de projets, mais sur des petites missions, sur des petits temps. Le projet se développe en parallèle du projet architectural, mais c'est sur des temps, des moments. Et en général, les choses s'enchaînent bien, sauf à certaines périodes de l'année, comme en juillet ou en décembre, où en fait les maîtrises d'ouvrage veulent absolument leur dossier avant de partir en vacances. Et là, il y a des choses qui se télescopent un peu. Mais pour la production, j'ai aussi Suzanne qui me donne un coup de main, donc qui travaille avec moi. Et avec Jean-Hugues, on est plusieurs à travailler sur les opérations parce qu'il a aussi son équipe. Donc j'ai intégré l'équipe de Scène Évolution et donc à plusieurs, on arrive à faire quand même beaucoup. Et les choses s'enchaînent bien jusqu'à maintenant. Oui, donc en fait, tu travailles avec des architectes, donc tu fais les réunions avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et tu vas produire en fait des parties de chaque phase du projet, de chaque dossier, donc APS, APD, Pro. Tu as une notice technique, tu as des plans spécifiques à produire, ou alors tu viendras t'ajouter sur les documents architecturaux? En fait, le projet scénographique, c'est un peu un projet dans un projet. Le scénographe aura en charge la définition de tout ce qui est technique lié à la salle de spectacle. Si on prend l'exemple d'un théâtre, dans la partie scène, il va y avoir tous les éléments de machinerie, de levage, les réseaux scéniques pour l'éclairage scénique, la sonorisation. Dans la partie salle, il va y avoir tout ce qui est rattaché au public, les fauteuils, la courbe de visibilité, les largeurs de passage, tout ce qui est un peu réglementaire. Et ensuite, on va donner un petit coup de main à l'architecte au moment du concours sur les flux, la gestion, la position des loges, la position des espaces techniques, les livraisons, sans rupture de charge, enfin toute la technique liée au fonctionnement. Et à chaque phase, on va rendre un dossier technique spécialisé sur la scénographie. En général, on a, on va dire, 2 ou 3 lots qui sont vraiment dédiés à la scénographie. Un premier lot de serrurerie machinerie scénique, c'est plutôt de l'infrastructure. Un deuxième lot de réseau scénique, donc là c'est plus de l'électricité, des armoires électriques, des prises, mais vraiment spécifiques aux contraintes scéniques. Et un lot plutôt pour les fauteuils, les tribunes télescopiques, les éléments pour s'asseoir pour le public. Et à chaque phase, on va avoir des carnets de plans plus ou moins détaillés en fonction des phases, des descriptifs techniques et une partie estimative. Donc on a un rôle assez complet sur une prestation assez définie à l'intérieur de la salle de spectacle. Donc on vient en complémentarité aussi de l'architecte qui va aussi avoir des interventions et l'acousticien aussi qui va définir les matériaux, la qualité de l'acoustique, du son, la réverbération dans la salle en fonction de la couleur et de la fonction et du programme. Donc c'est un vrai travail d'équipe en étant quand même un projet dans le projet. Ouais, je comprends mieux. Comme tu es architecte, tu n'as pas envie de faire architecte scénographe, de faire tout le projet en fait? Non, j'aime beaucoup participer à différents projets avec différentes agences. Parce qu'en fait, chaque agence a un peu sa manière d'aborder le projet et il y a une sorte de richesse en fait dans cette complémentarité de différentes expériences. Certaines agences sont structurées avec des pôles, par exemple un pôle concours, un pôle études, un pôle chantier. D'autres vont avoir une approche plutôt proche du projet où une personne va le prendre dès le départ et va le suivre jusqu'à la fin. Les expériences sont un peu différentes, les approches vraiment du projet sont différentes. Certains vont plus être dans le questionnement, dans la théorie. Et c'est vrai que cette richesse d'avoir des partenaires mandataires architectes différents, c'est assez enrichissant, je dirais, pour moi. Il y a vraiment quand même une complémentarité et un travail d'équipe qui est très important. Donc pourquoi avoir choisi de faire échelle 1 à ce moment précis de ton projet entrepreneurial? Et aujourd'hui, on est à la fin de la session de l'incubateur et j'ai envie de savoir concrètement à quoi ça t'a servi.
HL1, c'est fantastique et on devrait tous y avoir accès. Pour avoir pratiqué dans une agence où j'avais quand même la liberté de pouvoir participer à la gestion de projet jusqu'à la négociation des honoraires, à la lecture des contrats, je pense que j'étais un peu en manque d'outils techniques, un peu comme savoir lire un contrat, savoir négocier des honoraires. Je le savais, j'avais une approche, mais c'est vrai que de comprendre comment on calcule le coût à la journée, c'est hyper important. Et ça permet aussi d'avoir des arguments pour échanger avec des architectes, des maîtrises d'ouvrage, pour aussi valoriser notre travail. Et je pense que ces outils, on devrait tous les avoir au moment où on a envie de se lancer dans un projet entrepreneurial. Alors bien sûr, il y a la HMO qui permet ça. Je suis assez critique sur la HMO parce qu'on a tendance à vouloir le faire à la sortie de l'école pour que ça ne devienne pas un piège ou on va dire une épine dans le pied, parce qu'au moment où on a besoin de se lancer, il faut que ça aille vite et on n'a pas forcément le temps de refaire une HMO qui nous prend 6 mois parce que la validation des acquis, c'est assez compliqué. Donc j'aurais tendance à dire qu'en fait, échelle 1, c'est assez bien de pouvoir le faire un peu à la demande, mais on devrait tous avoir la possibilité de le faire sans que ce soit une obligation, mais que ce soit accessible à tous pour avoir en effet ces outils, pour se sentir fort et surtout aussi d'avoir une communauté, parce qu'en fait, la richesse d'échelle 1, en plus des outils techniques, c'est de rencontrer d'autres architectes qui sont dans la même démarche, avec les mêmes questions, et de pouvoir un peu se questionner les uns les autres et se sentir un peu moins seul dans ces moments où on peut vite se sentir perdu dans des démarches administratives peut-être un peu laborieuses ou complexes pour des architectes qui sont pas forcément habitués à toutes ces contraintes techniques. Mais je recommande en tout cas. Il faut faire échelle 1. Ah bah là, tu ne pouvais pas leur faire une meilleure pub, je pense. Nous, on a beaucoup apprécié aussi l'expérience. Alors nous, c'était un peu différent parce qu'on était à distance et que Carrie ne pouvait pas venir à toutes les sessions. Je saurais pas encore mesurer ce que ça nous a apporté, mais je pense que c'est extrêmement complet en réalité et que ça va vraiment dans plein de domaines. Et comme tu dis, à la fois les domaines techniques, les domaines humains. J'ai pas encore fait le bilan, mais je pense que c'est extrêmement riche et que tout le monde devrait y avoir accès de manière quasiment obligatoire, quoi, un peu comme une HMO NP bis, ou alors il faudrait changer le format de la HMO, je sais pas. Parce que moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé hyper enrichissant, c'est comme tu dis, c'est la communauté et d'être entouré d'autres personnes qui sont dans la même expérience au même moment, avec qui on peut partager tout ce qui arrive et tout ce qui se passe, toutes nos questions, trouver les ressources qu'il faut pour avoir les bonnes réponses. Et ça, c'est super. On peut pas remplacer ça, toute cette communauté, en fait. C'est vrai qu'il y a une bienveillance en fait, et ça permet d'avoir une sorte de confiance, un peu comme des frères et sœurs finalement. Je pense qu'on restera un peu tous marqués ou assez proches les uns les autres dans les années qui viennent. Mais non, c'est une très belle expérience. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour monter ton entreprise ou... Le meilleur conseil, c'est d'être curieuse, de questionner les gens et d'essayer d'avoir des informations au travers de l'expérience de chacun. Et c'est vrai que de partager ce projet et d'en discuter avec différents collègues, partenaires, confrères, architectes ou même des gens d'un domaine complètement différent, on se rend compte que l'entrepreneuriat, c'est une sorte de grande famille où tout conseil est bon à prendre en fait. Et je pense que c'est assez intéressant d'écouter l'expérience des autres et d'être assez curieux de savoir comment d'autres ont pu faire. Il y a énormément de choses à apprendre des expériences des autres, voilà. C'est un moment de partage, je crois, un moment de questionnement. Et c'est assez rassurant aussi de se dire que on n'est pas les seuls à galérer, mais que ça ira mieux plus tard, quoi. Faut pas avoir peur. Comment ça se passe une journée de travail typique pour toi? C'est beaucoup de visio, beaucoup de coups de téléphone en journée et le soir un peu de production. Avec le Covid, les pratiques ont un peu changé. Avant, je me déplaçais énormément parce qu'en fait, en scénographie, c'est des projets sur la France entière avec des partenaires qui sont pas forcément à Paris. Et maintenant, avec les visios, on arrive à faire des rendez-vous avec des personnes qui sont à l'autre bout de la France. Bon, parfois, on fait peut-être des visios qui ne servent pas forcément. Donc, on se retrouve dans des conversations ou des échanges qui sont pas forcément ciblés ou orientés. Bon, ça permet aussi une richesse de s'intéresser à d'autres particularités du projet qu'on n'aurait pas forcément abordées. Mes journées sont bien remplies par les visios et les échanges. Et du coup, la production, je la fais dans un deuxième temps, et aussi un peu avec Suzanne qui m'épaule sur les opérations. Et donc, on échange beaucoup toutes les deux. En ce moment, on travaille aussi un peu en télétravail, un peu à distance, avec Skype et autres. Mais c'est des choses qui s'organisent. Je trouve que les méthodes de travail ont pas mal évolué. Les outils sont là.
Donc c'est encore un peu en train de peut-être d'évoluer quand même, parce que dans mon ancienne pratique, quand j'étais salariée, on n'était pas forcément sur ce mode de travail. Donc là, j'expérimente. C'est un peu cette liberté, je pense, qui manquait, de pouvoir travailler où je veux, quand je veux, comme je veux. Ouais, c'est le mot-clé, c'est la liberté. Et pour toi, c'est important d'avoir un bureau ou un espace de travail ou pas forcément? Alors pas forcément. Je vais m'installer dans un bureau, avec, d'autres, architectes. Je pense que c'est bien à un moment donné quand même de s'installer, d'avoir un lieu pour avoir une salle de réunion, pour avoir un endroit aussi pour couper et pouvoir s'installer et de sacraliser peut-être un peu le lieu du travail et avoir un peu un point de chute. Mais ça n'empêche que j'adore travailler dans les trains, dans les cafés, un peu comme une nomade et je trouve que c'est une liberté fantastique et c'est ce qui me challenge tous les jours et j'aime vraiment ça. Tu as beaucoup de déplacements du coup dans la semaine ou tu Oui. disais beaucoup moins, depuis le covid, mais c'est vrai que Alors ça s'est un peu calmé, parce que là, pour l'instant, les projets sur lesquels je travaille sont principalement en études. Mais c'est vrai qu'au moment des chantiers, j'ai un projet au Sable d'Olonne, j'en ai un autre du coup à Istres, à la Trinité. Là, j'en ai un à Tomblaine à côté de Nancy, j'en ai en banlieue parisienne du côté d'Avon, un autre à Sceaux. Donc en fait, on peut vite faire le tour de France. Comme je disais, c'est assez facile maintenant parce qu'en fait, dans un TGV, on peut travailler, c'est même plus facile que dans la voiture. Bon, on n'a pas toujours le réseau internet, mais avec un bon ordinateur portable, on fait plein de choses. Et les visios, ça peut se faire aussi dans un café. Les gens sont assez ouverts à accueillir en fait des nomades du travail. et du coup avec tous ces magnifiques projets, comment tu trouves du temps pour, prospecter finalement, tu as peut-être plus besoin? Si, je pense qu'on a toujours besoin de prospecter. La chance que j'ai, c'est qu'on est aussi dans une profession avec des confrères bienveillants. Et j'ai pas mal été recommandée ces derniers mois, des agences qui n'étaient peut-être pas en capacité de faire des petites opérations ou qui étaient un peu débordées. Et on m'a recommandé, on a renvoyé vers moi. Donc, du coup, j'ai eu une visibilité que je n'aurais peut-être pas eue si j'avais pas des confrères bienveillants. Et j'aimerais vraiment les remercier parce que c'est assez fort en fait de se dire qu'un confrère qui est aussi un concurrent peut se dire bah je vais aussi aider une jeune agence. Il y a aussi des confrères qui sont plutôt en fin de carrière, qui s'approchent de la retraite et qui ont envie un peu de donner le coup de pouce sur les jeunes agences. Et ça me permet voilà d'avoir une visibilité. Sinon, bah en fait, ça peut être à une visite de concours ou à un moment donné, une équipe concurrente se dit ah bah tiens, il y a une jeune scénographe, ça change, bah pourquoi pas, allez, je teste. Et du coup, ils vont pouvoir m'appeler. Ou c'est voilà des recommandations. J'ai aussi beaucoup de partenaires bureaux d'études avec qui j'ai l'habitude de travailler, que ce soit des bureaux d'études tout corps d'état, fluide, et aussi beaucoup d'acousticiens, des amis acousticiens même qui me recommandent. Parce qu'en fait, c'est vraiment le bouche à oreille et les gens ont envie de travailler en confiance et la recommandation, ça compte énormément parce qu'on sait que les gens, s'ils sont recommandés, si on recommande une agence, si on recommande une personne, c'est qu'on s'engage un peu sur la qualité de son travail. Donc je pense qu'un bien travailler sur une opération, c'est aussi peut-être des futurs clients parce que par le biais de partenaires, on va parler et on va être recommandé. Comment tu gères, ton équilibre personnel et professionnel? Enfin, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu arrives à atteindre un équilibre? Après ton agence elle est toute jeune donc c'est peut-être une question un peu prématurée? Je dirais que l'équilibre pour l'instant, il se fait pas vraiment parce que là, c'est plutôt un investissement en temps pour l'agence, pour se lancer, pour avoir des projets, pour avoir, bah, des factures à faire, pour pouvoir, rentrer de l'argent. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je dirais que le travail prend beaucoup de place, mais j'essaie quand même de me garder du temps pour les amis et aussi pour développer des passions autres, un peu à côté aussi pour pas rester que dans le travail. Donc en parallèle, je fais de la plongée, j'ai réussi à passer mon niveau 3. Je sais que je vais aussi ménager du temps pour la voile, moi je dirais pour me rapprocher de la mer aussi. C'est quelque chose qui me manque. J'avais envie de quitter Paris pour me rapprocher de la côte ouest. Finalement, bah, je reste à Paris pour l'instant, mais j'essaye de ménager des loisirs qui me permettent de me rapprocher un peu de la mer ou de l'océan. Et je pense que c'est important. Il faut voilà, réussir à s'évader et composer un peu entre ces moments de travail un peu intenses, mais aussi des moments où on a besoin de se reposer intellectuellement et aussi de s'ouvrir à d'autres choses, avoir le temps d'aller au théâtre pour bah, se mettre un peu à la page et rester un peu au courant de ce qui se fait. Et pour ça, j'ai des amis super, donc j'avoue qu'ils me stimulent et ils me forcent aussi parfois à lâcher un peu le clavier et l'ordinateur pour m'aérer l'esprit. C'est important, oui, de trouver l'équilibre, surtout en quand on démarre. C'est difficile à mettre des limites des fois, parce qu'il y a tout à faire,
et tout est pour tout de suite, où on a l'impression. J'aime bien le côté aussi intensité. Finalement, en ce moment, tu es dans une vie intense à la fois professionnelle et personnelle. Ça veut dire que tu compenses l'intensité de l'implication que tu mets dans ton agence par finalement l'intensité des activités que tu vas avoir à côté et en même temps tout en te gardant un temps pour te maintenir à la page. Et ça, je trouve que c'est hyper important dans notre métier. C'est presque obligatoire, enfin, de rester curieux sur plein de sujets annexes, que ce soit la musique, la culture, la littérature, le cinéma. Et c'est ça qui nous nourrit finalement et qui enrichit notre pratique. On a déjà parlé de ton approche et ton niche, ta spécificité un peu de la scénographie et l'architecture. Mais comment tu imagines le futur de ton agence? Et si tu peux imaginer 2033, ça ressemble à quoi? C'est assez difficile de se projeter quand on se lance parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'instant présent et on essaye de bien faire. Mais c'est vrai que mon idéal, ce serait, bah, de pouvoir faire des projets intéressants et stimulants. Ce serait vraiment l'idée de créer des partenariats avec des architectes, et une expertise et une expérience avec des maîtrises d'usage parce que je pense que c'est très important d'intégrer, au projet les exploitants pour aussi avoir cette vision du terrain. Alors, mettre un peu de distance par moment, mais voilà, de développer cette expertise et ce partage. Il y a pas très longtemps, j'ai été revisiter une salle sur laquelle j'avais pu travailler et c'est tellement important, en fait, d'avoir ce retour, ce feedback, bah, de ce qu'on fait, de ce qu'on crée, de ce qu'on construit ensemble. Parce qu'en fait, de ces expériences, on va peut-être apprendre et faire différemment. Donc c'est vrai que j'aimerais pouvoir faire de beaux projets pour la suite et continuer à m'enrichir et à apprendre. Alors nous, on a l'habitude de parler souvent avec d'autres architectes et l'enjeu est légèrement différent parce que devant les architectes, il y a beaucoup de typologies et d'échelles de projets. Toi, tu as déjà la chance de savoir ce que tu veux faire et dans quel domaine et déjà tu es assez spécifique. Est-ce qu'il y a une direction que tu veux explorer plus ou une échelle de projet, typologie ou type de projet, type de partenariat pour toi qui peut être plus raffiné par la suite? J'ai eu la chance de faire pas mal d'opérations, avec, mon ancien employeur. C'est une expérience formidable parce que c'est, des programmes qui sont différents, mais en même temps qui sont complémentaires. On va pas construire un théâtre comme on va construire une salle de musique actuelle, mais on aura quand même une problématique de diffuser un spectacle, avec des contraintes qui peuvent un peu se retrouver, avec des similitudes. Mais par contre, la démarche qui me paraît assez intéressante de développer et de pousser, c'est la réhabilitation des lieux. J'ai pu l'expérimenter sur certains théâtres. Je trouve que c'est un travail dans la dentelle. Donc certains architectes sont vraiment très spécialisés là-dedans. Il y a un travail à développer, il y a une justesse et une finesse à développer pour pouvoir réexploiter, améliorer et enrichir des projets qui existent déjà et peut-être un peu dans cette optique de réemploi, de développement durable et de pas gaspiller, de savoir réécrire un projet pour l'améliorer sans être obligé de le détruire pour reconstruire. Parce que pour beaucoup d'opérations, c'est dommage d'entendre dire: «Mais ça aurait coûté moins cher si on avait démoli». L'axe, je dirais, à développer, c'est vraiment de se développer dans cette particularité, en fait, de réemploi et de réhabilitation de lieux. Tu pourrais nous raconter une petite anecdote qui raconte soit une difficulté, soit un challenge que tu as dû surmonter dans le montage de ton agence? Quand j'ai commencé à me lancer, à faire les premiers projets toute seule, j'ai eu un super bagage technique par ma précédente expérience. J'ai appris énormément de choses. Donc en fait, je sais faire du projet et j'ai pas peur de faire du projet et j'aime faire du projet. Et je dirais qu'Échelle 1, a un peu remis en cause surtout la manière de se positionner et aussi de savoir se définir et définir notre approche du projet et notre approche entrepreneuriale et notre approche individuelle. Quelle est la différence par rapport à un autre scénographe? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je cherche? Comment j'aborde le sujet de la pratique? Et ça, j'avoue que c'était un vrai challenge. Ça a un peu aussi permis de se poser des questions, de réfléchir à comment aborder le projet et essayer un peu de définir ses valeurs aussi. Et c'est des choses que je n'avais pas forcément abordées avant, parce qu'en fait, on est dans le dur, en fait. On fait les projets, on avance, on avance. Alors que là, c'est vrai que j'ai pris le temps de me poser les questions, de prendre le recul, de savoir comment j'avais aussi envie d'aborder les projets. Et ça, c'était le challenge un peu de se lancer et de créer l'agence et de savoir comment se positionner et quel discours, en fait, présenter.
Et encore aujourd'hui, je le travaille, je l'affine. Mais Échalin a permis quand même d'essayer de se poser cette question que je pense on a tendance à oublier. Et il faut en fait réfléchir sur cette particularité, qu'est-ce qu'on apporte et comment on veut aborder les choses. Et ça, c'est le petit challenge, je pense, de ce lancement d'entreprise. Est-ce que tu as un projet de rêve ? Pour moi, un projet de rêve, c'est un projet où il y a une osmose qui se passe, n'importe quel programme culturel, mais à un moment donné, quand tout le monde va dans le même sens, quand la maîtrise d'ouvrage, qui est un utilisateur, une maîtrise d'usage qui est impliquée et qui a envie aussi de participer, un architecte qui comprend les besoins et qui a envie aussi de faire un projet qui répond à des besoins, des bureaux d'études qui se sentent concernés, qui ont envie de faire un projet un peu atypique et pas forcément de récupérer des choses qu'ils ont déjà fait, mais au moins de se poser des questions, un acousticien aussi qui participe au projet, un scénographe aussi qui participe, et aussi des entreprises, que ce soit les entreprises scéniques, mais aussi les entreprises du BTP, et que le gros œuvre s'intéresse à ce que c'est qu'un projet culturel. Et je dirais que ce projet idéal, je l'ai déjà un peu expérimenté. J'aimerais bien le réexpérimenter. J'espère qu'il arrivera. Mais par contre, s'il y a un conseil à donner, c'est expliquer, faire de la pédagogie et aussi montrer. Je sais que certaines entreprises n'ont pas l'habitude de faire des projets culturels et aller visiter un lieu déjà créé, déjà en fonctionnement, ça permet aussi de faire comprendre des choses qui sont peut-être un peu techniques ou abstraites pour certains. Et ça permet d'impliquer les gens et de leur donner aussi la capacité de mettre du leur et puis de peut-être essayer d'améliorer quelque chose qui existe déjà, mais en tout cas de les former et d'anticiper des sujets qui pourraient être mécompris, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des opérations assez particulières que chaque entreprise n'aura pas forcément l'habitude de réexpérimenter plusieurs fois dans leur vie, mais voilà, d'impliquer les gens, de leur donner envie. Et cette osmose, ça permet de faire le projet de rêve. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ben, on espère aussi, et on te le souhaite en tout cas. Pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre pour plus d'infos ? Comment on entre en contact avec toi si on ne te connaît pas ? Je dirais par les réseaux professionnels LinkedIn. C'est assez simple, en effet, de retrouver des contacts et de se connecter. Donc, j'essaie de publier de temps en temps en fonction de l'actualité de l'agence. C'est vrai que ça prend du temps, mais non. Le réseau LinkedIn, mais aussi le site internet. N'hésitez pas à m'appeler. Mon numéro de téléphone, un mail, juste pour discuter, ça me fait plaisir. Bah, merci beaucoup Adeline, en tout cas d'avoir parlé de ton expérience d'architecte et scénographe d'équipement sur Making Good Architecture. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de nous laisser votre avis et de nous suivre sur les réseaux. Vous trouverez toutes ces informations dans la bio. À très bientôt pour un nouvel épisode de Making Good Architecture.